Bonjour et bienvenue dans l'émission de Campus Protestant sur les livres. Je suis Éric Perrard des éditions Pellos et aujourd'hui nous allons vous parler d'un livre qui n'est pas publié aux éditions Pellos et qui s'appelle « L'histoire de l'inégalité entre les femmes et les hommes ». Nous avons la chance d'avoir avec nous Anne Bergen-Nègre, l'auteur, ou plutôt l'autrice de ce livre. Donc Anne, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre et d'où vous venez vous-même? Alors ce qui m'a inspiré, c'est l'inégalité que j'ai vécue énormément dans ma famille, bien que ce soit une famille ouverte, moderne, mais elle était de son temps. Inégalité que j'ai vécue dans mes études, j'ai fait du droit, et donc à l'époque, il y avait encore de nombreuses discriminations, cette construction juridique qui sera faite plus tard par la Cour européenne des droits de l'homme, et qui m'ont frappée. Alors je suis devenue avocate et j'ai commencé effectivement à m'escagasser contre toutes ces inégalités. Et plus j'avançais dans la vie, plus je constatais qu'elles étaient extrêmement importantes, extrêmement prégnantes, et souvent minimisées, voire ignorées par les gens avec lesquels nous vivons, nous partageons nos vies, nous partageons des idées, des combats politiques, et par évidemment, bien souvent ignorés, méconnus, des hommes et des femmes qui nous gouvernent. Donc est-ce que je dois comprendre que vous avez été une militante féministe dès votre jeunesse? Depuis toujours. Simplement avec les années, j'ai pu mettre ces idées en action. J'ai pu rejoindre une association qui, ici, devrait être mieux connue, l'Association des femmes diplômées des universités, parce que ce sont 3 protestantes qui l'ont fondée en 1920 pour rejoindre immédiatement une fédération internationale. Donc c'est une idée très nouvelle à l'époque, et les femmes devaient avoir 3 ans d'études supérieures pour adhérer. Et une des fondatrices de l'Ombre était Marie Curie, qui a été fidèle jusqu'à sa mort en 1934, et sa fille Irène a été toujours membre. Et maintenant, nous avons une petite fille. Okay. Donc, c'est dans cette belle association que j'ai pu être formée, finalement, à ces questions. J'ai pu rejoindre les combats sur la parité. J'étais une leader là-dessus. La parité qui nous a permis d'obtenir qu'enfin il y ait autant de femmes et d'hommes enfin du moins c'était le rêve, dans les candidats aux élections. Vous avez vu qu'il y a eu des tas de progrès, mais ça a mis du temps. Comment avez-vous obtenu cette parité? Vous avez vous-même participé? Oui, j'ai participé très activement et nous avons milité de façon à avoir des raisonnements et des argumentations juridiques, parce que le combat est d'abord en droit. Hein. Ensuite, des argumentations politiques. Pourquoi est-ce qu'une femme vaudrait moins qu'un homme et pourquoi systématiquement les partis politiques qui sont d'autant plus d'obligations démocratiques qu'ils sont financés par des fonds publics, pourquoi ne respectent-ils pas cette égalité? Mais c'est très enraciné le fait qu'une femme n'ait pas besoin d'être représentée, n'ait pas besoin d'être élue. Vous savez, l'homme c'est l'universalité, l'homme il sait tout, et puis l'homme c'est générique comme terme. Nous parlons toujours en France des droits de l'homme, pas des droits humains. Comme la majorité des pays ont basculé en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont basculé avec la Déclaration universelle des droits humains. En France, on est toujours dans les droits de l'homme. Mais moi, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Et à ce titre, plus les années passent, plus je suis choquée par cette expression droit de l'homme. Parce que l'homme, tel que la philosophie des Lumières l'a considéré, n'a jamais inclus la femme. C'était bien les droits des hommes. Et donc, avec toutes ces recherches que nous connaissons, continuer à avoir une attitude discriminatoire et aussi déplaisante vis-à-vis des femmes est quand même le symbole de notre démocratie française qui n'est que sur une jambe et pas assez sur 2. Contrairement à ce qu'on peut parfois penser, les Lumières ne sont pas le début de l'égalité homme-femme ou femme-homme? Non. Alors, c'est vrai que les 6 premiers mois de la Révolution ont été magiques, et puis chasser le naturel, il revient au galop. Et les femmes n'ont eu juste le droit, comme aux lames de gouge, que de monter à l'échafaud et certainement pas à la tribune. Donc c'est absolument dramatique ce qui s'est passé, parce que Napoléon, qui est devenu empereur, a mis en tutelle civile les femmes, d'une façon absolument organisée, méthodique et voulue.
Et cette tutelle civile n'a commencé à s'effriter qu'avec la guerre de 14-18. Alors bien sûr, les femmes ont commencé à aller à l'école, bien sûr, les femmes ont commencé enfin à être instruites. Mais jusqu'en 1922, elles ne passaient pas les mêmes matières pour pouvoir aller à l'université. À tous les stades, à tous les moments, à tous les niveaux, on a squeezé les droits des femmes. Et il a fallu attendre, finalement, 1985 pour qu'enfin la femme et l'homme soient administrateurs de la communauté, du mariage, parce qu'autrement c'était l'homme qui administrait encore les biens, et cette loi qui a entraîné le changement constitutionnel, qui a permis enfin que des femmes puissent entrer au Parlement en nombre. Et encore aujourd'hui, il y a des partis politiques qui préfèrent payer des sanctions financières plutôt que d'investir plus de femmes, ce qui est une honte. Dans les pays anglo-saxons, ces comportements ne seraient pas admissibles. Alors comment voulez-vous qu'on ait confiance dans ces hommes politiques, puisqu'ils votent des lois, ils sont parlementaires, ils changent de casquette, ils sont chefs de parti et ils ne respectent plus la même loi. Pour faire plaisir à nos auditeurs protestants, il y en a quand même quelques centaines ou quelques milliers, Guizot, un rôle important dans l'égalité ? Oui, tout simplement, vous savez, pour une chose simple, c'est que les femmes protestantes, nécessairement, voulaient transmettre leur foi et apprendre à lire dans la Bible. Et pour lire dans la Bible, il faut tout savoir, tout simplement lire. Et donc les filles protestantes, dans notre pays, étaient beaucoup plus instruites que leurs homologues catholiques. Et ça, c'est une chose formidable, alors que dans les pays divers et variés qui étaient protestants, et vous savez bien que la carte du XVIe siècle s'adapte à peu près, aujourd'hui est à peu près la même au niveau des religions. Donc quand vous prenez le nord de l'Europe, la Prusse, etc., la Scandinavie, les filles sont des pays beaucoup plus égalitaires. Et pourquoi ? Parce que les femmes, tout de suite, ont été dans les capacités de lire, d'être instruites, c'était normal et c'était nécessaire. Peut-on dire, sans exagérer, que la réforme a contribué à réduire l'inégalité ? On peut dire que la réforme, d'une façon évidente, en permettant une relation directe, une appropriation des textes, de plus de réflexion, d'échange, de dialogue entre les gens, nécessairement, et puis en France aussi, tous ces combats où les femmes ont résisté et participé avec beaucoup de courage, et tout ça, elles ont malgré tout continué à se battre pour leur conscience, pour leur liberté de conscience. Et cette liberté de conscience, oui, on la retrouve dans ces combats, on retrouve les protestantes très fortement impliquées tout au cours du XIXe siècle, tout au cours du XXe siècle, beaucoup d'associations laïques, parce que l'AFDU dont j'ai parlé est totalement laïque, elle est indépendante de tout pouvoir politique, etc. Mais on constate que les protestantes sont plus nombreuses à s'impliquer dans la vie militante, associative, et voilà, comme à la Fédé, elles ont été formidables, et d'autres associations remarquables. Sur les 50 dernières années, si on devait vous demander quels sont les 3 marqueurs qui sont symboliques de la réduction des inégalités, qu'est-ce que vous pourriez citer comme événement, comme livre, comme action, comme... Pour moi, ce qui est absolument essentiel est extrêmement fort. Premièrement, l'ONU. C'est grâce à l'ONU qu'on a eu des conventions extraordinaires comme la convention CEDAW, élimination et discrimination envers les femmes, qu'on a eu des conférences internationales, dont la dernière était à Pékin, qui entraînait la déclaration de Pékin en 1995, qui est encore une fois une plateforme extraordinaire qui jamais aujourd'hui n'aurait été possible. Deuxièmement, le Conseil de l'Europe en 1949 avec le traité de Londres. Le Conseil de l'Europe a été bâti pour éviter de refaire les mêmes erreurs qu'après la guerre de 14-18 avec le traité de Versailles. Donc tout de suite, on a impliqué l'Allemagne, les pays vaincus, l'Italie et bien sûr la France, l'Angleterre, etc., dans le traité de Londres pour créer cette organisation de droit avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et tout ça a donné lieu à 200 traités. Et aujourd'hui, un des traités formidables qui est la Constitution sociale de l'Europe, c'est la Charte sociale. Il y a un autre traité qui est remarquable, c'est la Convention d'Istanbul, c'est pour éliminer la violence à l'encontre des femmes. C'est encore le Conseil de l'Europe. Et le troisième fait tout à fait extraordinaire, c'est non seulement l'Union européenne, mais c'est la Constitution de l'Union européenne. Alors là aussi, sans quelques femmes avisées et travailleuses, donc on s'est battu, on n'a pas été entendu par Jacques Chirac, on n'a pas été entendu par le président des constitutionnalistes qui était Giscard d'Estaing, mais on a été entendu par le rédacteur qui avait été le rédacteur de la Charte européenne, qui était Guy Brébant.
Et il a fallu qu'on lui écrive 5 fois à Guy Brébant pour qu'il se dise « Mais qu'est-ce qu'elles me veulent? Qu'est-ce qu'elles me veulent, ces femmes ?» Et alors, il a fait tilt, il s'est rendu compte qu'il était ignorant de son ignorance. Et grâce à lui, nous avons pu obtenir, toutes les femmes et tous les hommes, ont pu obtenir que l'égalité entre les femmes et les hommes devienne une valeur fondamentale de l'Union européenne. Donc effectivement, quand on pense féminisme actif, etc., tout de suite, ce qui vient à l'idée actuellement, c'est le mouvement MeToo, c'est des tweets enragés, etc. Mais vous semblez avoir une autre idée de la façon dont on pourrait agir. Alors c'est vrai que moi je suis dans le domaine des droits, c'est vrai que je pense que le droit est absolument essentiel, mais tout est bon. C'est-à-dire que MeToo, c'est révoltant ce qui se passe. MeToo, c'est aussi la réponse de femmes qui sont excédées de se promener dans la rue et de se faire continuellement pincer les fesses. Donc il y a des comportements qu'on n'accepte pas. L'éducation, il faut la faire mieux des hommes et des femmes de ce pays, de tous les pays. Et MeToo, c'est l'explosion merveilleuse et magique de situations insupportables qui trouvent à s'exprimer et à être, pour la première fois, entendues. Donc, les droits ne suffisent pas. Les droits, ce n'est qu'un cadre juridique qui permet de vivre ensemble. Mais effectivement, il y a une prise de conscience de ces messieurs et de beaucoup de femmes aussi. Alors c'est vrai que plus les années passent, plus je suis étonnée des œillères que nos concitoyens, dans le monde entier d'ailleurs, peuvent avoir sur ces questions. Hein, c'est tellement bien ce qui s'est passé, etc. Mais comment est-ce qu'on peut accepter depuis 2000, 2500 ans que la moitié de l'humanité, qui est aussi intelligente que l'autre, ne soit pas à égalité dans tous les domaines? Et quand vous regardez la majorité des femmes dans les sciences, ce sont des hommes. La majorité des femmes dans les directions d'entreprises, start-up et compagnie, ben non, ce sont des hommes. Et quant aux capitaux, il n'y en a quasiment pas de femmes. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez ces 3 éléments qui font qu'il n'y a que des hommes, une vision d'homme, et que ce n'est absolument pas partagé, critiqué ou revu par une autre façon d'être, qui est la moitié de l'humanité, vous n'avancez pas. Vous avez passé manifestement une grande partie de votre vie à vous battre avec le droit pour réduire les inégalités. Qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants pour que dans leur époque, cette situation soit beaucoup plus acceptable? Oh, j'ai surtout montré au quotidien. C'est-à-dire que quand j'ai 3 garçons, j'ai des frères, j'ai des fils, j'ai un mari. Donc évidemment, ils n'ont peut-être pas eu la mère la plus soumise qu'ils auraient pu apprécier, et que quand ils me demandaient au bout d'un certain âge, « Maman, mon pantalon est chiffonné », ben, je lui dis « Mon chéri, viens, je vais t'apprendre à repasser ». Et puis leur demander de débarrasser. C'est par des petites choses qu'on arrive aux grandes. Si effectivement, dès les petites choses de la vie, vous commencez à montrer que vous êtes dans un état de soumission parce que c'est un garçon, les choses ne fonctionnent pas. Donc aujourd'hui, ils sont tous les 3 mariés, et 2 sont pères de famille, et ils font tout dans la maison. Leurs femmes travaillent, il n'y a aucun problème, et j'en suis très heureuse, d'égalité dans leurs relations. Donc c'est une vraie réussite. Donc ça marche, donc absolument, ça marche. Absolument. Et voilà, donc ça marche. Donc, mesdames et messieurs, c'est entre vous et entre chacun d'entre vous que le futur de notre pays existe. Merci beaucoup Anne, et à bientôt pour en reparler, j'imagine. Avec plaisir et merci à vous. Au revoir. Au revoir.